en direct sur notre antenne la séance de questions cribles thématiques. Elle est consacrée aujourd'hui à l'utilisation du taser et du flashball par les forces de police. C'est Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, qui vient répondre aux questions des sénateurs. Il faut dire que l'utilisation de ces deux armes suscite souvent la polémique. En octobre dernier, c'est un lycéen âgé de 16 ans qui avait été touché à un œil lors des manifestations contre la réforme des retraites à Montreuil. Depuis cet incident, Dominique Voynet, sénatrice maire de la ville, a déposé une proposition de loi qui vise à interdire l'utilisation du flashball lors des manifestations. En attendant l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de loi, c'est une autre sénatrice du groupe communiste, cette fois Nicole Borvo-Cohen-Seat, qui a interpellé Brice Hortefeux sur cette question. Elle a demandé au ministre un moratoire sur l'utilisation du flashball. C'est donc un des enjeux de la discussion de cet après-midi que vous allez pouvoir suivre dans un instant sur Public Sénat. Quant au taser, ce pistolet à impulsion électrique, eh bien son utilisation est également souvent remise en cause. En France, c'est depuis mai 2010 et la fusillade qui avait coûté la vie à la policière municipale Aurélie Fouquet que la police municipale et la police nationale ont le droit d'utiliser ce pistolet. Mais alors que la société qui commercialise le taser assure que le taser ne peut provoquer la mort, eh bien lors d'une interpellation policière à Colombes en novembre 2010, eh bien un homme était décédé. Pour Nicole Borvo-Cohen-Seat, sénatrice du groupe communiste, c'est la preuve de la dangerosité de cette arme. Voilà donc pour les enjeux de cette séance que vous allez pouvoir suivre tout de suite. Direction l'hémicycle. Bonne séance à tous. Chacun des orateurs aura à cœur de respecter son temps de parole et je l'y aiderai éventuellement. La parole est maintenant à notre collègue Madame Anne-Marie Payette pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les violences à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique sont malheureusement fréquentes. Les policiers municipaux, au même titre que les policiers nationaux et les gendarmes, sont devenus des cibles privilégiées pour des délinquants de plus en plus violents. Dans ce contexte, un certain nombre de maires ont souhaité, pour mieux protéger et mieux équiper leurs policiers municipaux, les doter de moyens de force intermédiaires et notamment de pistolets à impulsion électrique. Si cette décision se comprend, elle en a toutefois inquiété certains. Les moyens de force intermédiaires, pour utiles soient-ils, n'en restent pas moins des armes dont l'usage doit être très encadré et subordonné à une formation spécifique. Prenant en compte les observations qui avaient été formulées par le Conseil d'État en 2009, l'armement des agences de police municipales a fait l'objet d'un nouveau décret en date du 26 mai 2010. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous préciser quelles sont les conditions de formation et d'utilisation des moyens de force intermédiaires par les polices municipales? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame Payet, d'abord l'équipement des polices municipales en pistolet à impulsion électrique et en flashball respecte les principes généraux de l'armement des polices municipales. Ça veut dire que cet armement d'abord est facultatif, deuxièmement qu'il est conditionné. Facultatif, c'est-à-dire qu'il est à la diligence du maire, qui est conditionné, il faut qu'il y ait une convention de coordination entre les forces de sécurité et l'État, et qu'il est proportionné, c'est-à-dire qu'il est proportionné aux missions confiées aux polices municipales, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte naturellement de la dangerosité des missions qui leur sont confiées. Alors l'usage des pistolets à impulsion électrique est entouré, bien évidemment, de très fortes garanties. D'abord une formation préalable, qui est délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale, et une formation d'entraînement, je précise, qui est de 2 fois par an. Ensuite, il y a un système de contrôle de chaque arme qui permet d'assurer à la fois la traçabilité et la vérification de son utilisation. Concrètement, il y a un système d'enregistrement sonore et une caméra qui sont associés au viseur. Et enfin, il y a aussi l'exigence d'un rapport au maire après chaque utilisation et de ce fait d'un rapport annuel du maire au préfet et au procureur de la République. Enfin, des conditions d'usage qui sont identiques à celles prévues pour la police et pour la gendarmerie nationale. Je vous précise, pour être le plus complet, qu'à ce jour, 17 communes ont équipé leur police municipale de ces armes. Madame
Anne-Marie Payette, pour répondre. Oui, je ne souhaite pas réagir, Monsieur le Président, parce que les réponses du ministre ont été suffisamment précises. Je vous remercie. Si. La parole est maintenant à notre collègue François Fortassin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à ce jour, l'utilisation du taser par les forces de police aurait provoqué la mort de centaines de personnes sur l'ensemble des pays qui ont autorisé son utilisation. En France, plusieurs personnes ont récemment trouvé la mort dans des circonstances laissant apparaître une responsabilité présumée de cette arme, le dernier décès en date remontant au 30 novembre dernier. Aujourd'hui encore, ses conséquences sur la santé ne sont pas réellement connues. Supposé ne causer aucun risque mortel selon son fabricant, le taser se banalise de plus en plus et reste employé dans des situations qui ne le justifient pas toujours. En réalité, cette arme qui inflige des souffrances importantes est utilisée comme moyen de neutralisation, de rétorsion ou d'intimidation sur les personnes ne présentant pas forcément un danger immédiat. De nombreuses forces de police aux États-Unis utilisent régulièrement des pistolets électriques comme moyen de contrainte pour maîtriser des personnes récalcitrantes ou perturbées et qui pourtant n'occasionnent pas de troubles sérieux. Faut-il rappeler que dans un rapport du 23 novembre 2007 sur le Portugal, le comité contre la torture de l'ONU a condamné l'usage et l'équipement des forces de police en taser. Le comité s'inquiétait non seulement de la douleur aiguë constituant une forme de torture, mais aussi du risque mortel causé par le pistolet électrique. Effectivement, il y a dans bien des cas un choc émotionnel pouvant entraîner un arrêt cardiaque, donc provoquer la mort. Dès lors, compte tenu des questions soulevées par le développement de ces armes, à neutralisation et des cas de décès répertoriés par des études fiables, nos concitoyens ne comprennent plus aujourd'hui que l'on généralise leur emploi sans que le gouvernement ne prenne davantage en compte la dangerosité. Sans même évoquer les risques de bavure toujours bien réels, surtout parce que le taser pose encore de trop nombreuses questions. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas faire le choix de la prudence, laquelle peut en l'occurrence sauver des vies humaines, en suspendant son usage? Pour répondre à M. Fortassin, la parole est au ministre de l'Intérieur, M. Brice Hortefeux. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, Monsieur le Président, Monsieur Fortassin, j'ai compris qu'il y avait un certain nombre d'interrogations, mais permettez-moi aussi à mon tour, puisque vous avez le droit à la possibilité de vous exprimer après moi, de vous poser une question. J'ai bien compris que vous étiez réservé sur l'utilisation de ces armes, mais je n'ai pas compris quelle était l'alternative que vous proposez. Parce qu'en réalité, c'est assez simple, c'est le choix, c'est entre ces armes à létalité réduite ou les armes létales. Finalement, quelle est l'autre possibilité? Et je vous rappelle que l'utilisation de ces armes, c'est ce qui est indiqué, doit se faire en état de légitime défense. Alors si l'on prend l'année 2010, quel a été l'emploi de ces moyens de force intermédiaire? Le flashball, il y a eu 3408 flashballs qui équipent les unités de police et de gendarmerie les plus exposées. Et en 2010, très exactement, les policiers et gendarmes ont utilisé le flashball à 1481 reprises. D'ailleurs, c'est moins que l'année précédente, c'était 1600 en 2009. Pour le lanceur de balles de défense, c'est-à-dire c'est à plus longue distance en clair, il y a 3166 lanceurs de balles de défense qui ont été utilisés à 491 reprises, ce qui est plus que l'année dernière. Enfin, le pistolet à impulsion électrique, on connaît plutôt dans l'opinion publique, est le taser. Il y a 4051 pistolets à impulsion électrique qui équipent les unités de police et de gendarmerie les plus exposées. Ça a été utilisé en 2010 à 815 reprises. C'est moins là aussi que l'année précédente, puisque c'était 907. Et je tiens à souligner, parce que ça répond très exactement à votre interrogation, que l'utilisation de ces armes depuis 2006 montre qu'elles ont été utilisées à 12 000 reprises. Sur ces 12 000 reprises, oui, vous avez raison, il y a eu des accidents graves, mais ils ont été limités à 22. Alors c'est 22 de trop, je m'empresse naturellement de le dire, mais c'était 22 sur 12 000, c'est-à-dire 0,2% d'incidents. Monsieur Fortassin. Oui, Monsieur le Ministre, lorsqu'il y a des morts entraînées avec des armes traditionnelles, on considère que c'est une bavure. Et ça crée incontestablement une émotion profonde dans l'opinion publique. Lorsqu'il s'agit de flashball ou de taser,
on a l'impression que c'est moins grave. Ceci dit, il y a quand même 22 morts, ça n'est pas rien. Alors j'ai envie de vous dire, monsieur le ministre, quelque chose qui existe depuis au moins la Révolution, utiliser les canadairs dont on sait que ça a l'objectif de calmer quand on déverse de l'eau en quantité, comme les gros orages, qui permettent d'évaporer en quelque sorte les manifestations, ça peut avoir peut-être un effet aussi dissuasif et beaucoup moins dangereux. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Antoine Lefèvre pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la France, comme d'ailleurs la plupart de ses partenaires européens, a fait le choix d'équiper ses forces de l'ordre en moyens de force intermédiaires, dits flashball ou lanceurs de 40-46 et pistolets à impulsion électrique. L'emploi de ces moyens est bien évidemment encadré et demeure subordonné aux exigences de nécessité et de proportionnalité. Malheureusement, des affaires récentes mettant en cause notamment le flashball ont pu légitimement émouvoir nos concitoyens, lesquels s'interrogent sur les règles qui encadrent l'emploi de ces équipements. Même si vous avez déjà en partie apporté des informations à notre collègue Madame Payette, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous préciser le cadre législatif et réglementaire dans lequel les policiers et les gendarmes doivent inscrire leur action lorsqu'ils utilisent les moyens de force intermédiaires mis à leur disposition? Par ailleurs, pouvez-vous également indiquer les procédures de contrôle qui sont mises en œuvre lorsque les problèmes surviennent et si notamment des contrôles a posteriori sur les conditions d'usage et de ces équipements sont réalisés? Je vous remercie. Pour répondre à Monsieur Antoine Lefèvre, la parole est à Monsieur Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Antoine Lefèvre. Bon, en réalité, votre interrogation porte concrètement sur l'encadrement juridique de l'usage de ces moyens de force intermédiaires et leur évolution aussi, puisqu'il faut tenir compte des retours d'expérience. Bon. Alors, bien évidemment, ça s'inscrit dans le respect de la loi, cela va de soi, au travers des exigences du Code pénal et du Code de procédure pénale, et notamment concernant la définition de la légitime défense et de l'état de nécessité. Alors, chaque moyen de force intermédiaire, que ce soit les flashballs ou les pistolets à impulsion électrique, font l'objet d'une instruction relative à son emploi qui rappelle le cadre juridique. Je vous précise que ces instructions sont régulièrement mises à jour, à la fois pour tenir compte de l'expérience, de l'évolution des connaissances médicales qui progressent, des données techniques scientifiques. Et donc, très concrètement, je vous indique par exemple que ces instructions sont réactualisées, ont été réactualisées en 2009 pour la police et au cours de l'année 2010 pour la gendarmerie. Alors, sur l'utilisation de ces moyens. Bien évidemment, il y a l'obligation pour les policiers, pour les gendarmes, de rendre compte de l'utilisation de ces armes, ce que j'ai indiqué il y a quelques instants. Il y a une traçabilité qui est aujourd'hui une traçabilité totale, puisque l'arme est munie d'une puce qui enregistre tous les paramètres de tir, c'est-à-dire la date, l'heure, la durée de l'impulsion électrique, et surtout, elle dispose maintenant d'une caméra qui est associé au viseur et qui filme donc l'intervention, et donc toutes les précautions sont prises pour qu'il y ait donc ainsi une traçabilité totale et que ça permette d'éviter précisément les litiges. Et je précise d'ailleurs, pour être tout à fait complet, qu'à ce jour, il n'y a pas eu en France de décès qui soit lié, en tout cas que judiciairement, qui ait été judiciairement lié à l'utilisation de ces armes. Monsieur Lefèvre, vous souhaitiez remercier le ministre et puis je pense qu'il y aura effectivement un effort à faire pour davantage communiquer sur la réglementation. Je vous remercie. La parole est maintenant à notre collègue Charles Gauthier pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il n'est pas question ici de revenir sur le principe d'un certain armement des forces de l'ordre. Il est important qu'elles aient en effet les moyens de se protéger et de prévenir les accidents de toutes les personnes sur la voie publique. Toutefois, plusieurs associations ont dénoncé, avant même les drames récents sur les nouvelles armes, que flashball et taser, définis comme non létales, pouvaient entraîner la mort.
Le comité de l'Organisation des Nations Unies contre la torture a qualifié l'utilisation du taser de traitement inhumain et dégradant, équivalent à une forme de torture. Si l'on parle d'armes à létalité atténuée, elles n'en demeurent pas moins létales. Les tasers sont aujourd'hui considérés comme des armes de 4e catégorie. Quant au flashball, il a été démontré que leur utilisation était extrêmement imprécise du fait des risques de déviation des balles, même pour un tireur expérimenté. Il est donc urgent d'agir pour rétablir la vérité sur ces armes et afin d'éviter au maximum les accidents. L'arme idéale n'existe pas. L'État a cependant fait l'erreur de considérer ces armes comme non létales. Il faut réparer cela et rapidement, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous nous dire vos intentions sur ce point? Quant aux polices municipales, elles n'ont pas les mêmes missions que la police nationale. Elles doivent rester des polices de proximité. Leurs agents doivent être des agents de tranquillité publique. Il est urgent de légiférer sur la question pour que cessent les confusions entre police nationale et police municipale qui n'ont pas et ne doivent pas avoir les mêmes prérogatives. Aujourd'hui, il y a autant de situations que de conventions signées avec l'État et les communes, avec une meilleure répartition des compétences et donc une disparition des confusions. Il y aura ainsi une meilleure répartition des rôles. Sur les 18 000 policiers municipaux, 8 500 sont armés d'armes de 4e à 7e catégorie. Il n'y a pas encore eu d'accident. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, si vous comptez uniformiser les textes applicables en la matière? Pour répondre à Monsieur Gauthier, la parole est à Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur Gauthier, il y a certains points sur lesquels j'ai déjà un peu répondu, d'ailleurs sur la police municipale, mais je vais revenir en quelques secondes. Encore une fois, je pense très sincèrement que les moyens de force intermédiaire sont aujourd'hui, peut-être que cela évoluera, la seule alternative à l'usage de l'arme à feu, encore une fois, je précise, en situation de légitime défense. On ne peut pas faire comme si il n'y avait pas eu 19 policiers et gendarmes qui étaient décédés dans l'exercice de leur fonction. Je ne dis pas du tout que c'est ce que vous avez indiqué. D'ailleurs, ils sont pas, parce qu'il y a eu des accidents, des choses comme ça, mais enfin, il y a eu 19, et il y a eu, sur l'année 2010, 12 870 policiers qui ont été blessés, 300 officiers, 30 commissaires de police. Donc, c'est un corps qui est naturellement confronté, et vous l'avez d'ailleurs tout à fait aussi reconnu, à des situations bien particulières. Mais il faut réfléchir. L'alternative à ces armes à létalité réduite, c'est donc l'arme à feu. Donc si l'on veut proposer la suppression de ces possibilités, il faut savoir que la conséquence, c'est l'utilisation de l'arme à feu. Alors, en 2010, il y a eu très exactement 5 affaires en France qui ont donné lieu à des enquêtes judiciaires administratives. 5. Et ces affaires sont en cours, je ne peux pas naturellement présager de leurs conclusions, mais s'il y a faute, non-respect du principe de légitime défense, naturellement des sanctions seront prises. Mais pour que les forces de l'ordre soient respectées, bien évidemment, il faut qu'elles soient irréprochables. Et je précise aussi, et vous le savez, que certainement les forces, les policiers, les gendarmes, les forces de sécurité font certainement partie des administrations, des services administratifs qui sont les corps les plus contrôlés dans notre pays, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, compte tenu de leurs responsabilités. Je vous rappelle qu'en 2010, par exemple, il y a eu 2698 policiers qui ont été sanctionnés pour un certain non-respect, et en gendarmerie, un peu plus de 3000. Donc tout ceci pour dire que les précautions naturellement sont prises, et qu'il y a enfin, puisque vous les avez cités, vous avez cité des rapports, des exemples internationaux. Je vous précise d'ailleurs que nous sommes nous-mêmes en discussion avec les ONG et notamment Amnesty International, de manière à ce que la responsable française d'Amnesty International, de manière à ce que nous puissions prendre en compte éventuellement un certain nombre de leurs remarques. Sur les polices municipales, je crois que j'ai à peu près répondu tout à l'heure. Monsieur Gauthier, Monsieur Charles Gauthier, pour
Répondre au ministre. Écoutez, justement, c'est sur les polices municipales que mon problème se fixe. Et je note que vous n'êtes pas revenu sur la question qui vous est clairement posée. Envisagez-vous une clarification des missions des polices municipales par rapport aux polices nationales? Et la confusion qui est entretenue fait courir des risques aux agents municipaux, puisqu'ils sont pris pour une police d'État. Et moi, je crois comprendre que dans votre programme de diminution des effectifs d'État en permanence, qui se trouve être compensé sur le terrain par justement des recrutements en nombre à peu près équivalent des polices locales, eh bien, je crains que nous assistions de fait à un transfert de compétences, alors que tous les autres transferts de compétences dans notre République se sont faits par le droit. Merci. La parole est maintenant à Madame la Présidente Nicole Borvo-Cohen-Seat pour le groupe communiste républicain citoyen, sénateur du Parti de gauche. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez répondu à un certain nombre de questions. Alors moi, j'ai interpellé les gouvernements successifs, vos prédécesseurs et sans doute vous-même, je crois, sur la dangerosité du taser X26 et du flashball à plusieurs reprises. À chaque fois, la réponse qui m'a été faite, c'est celle que vous êtes en train de nous faire, c'est-à-dire que toutes les garanties existent, formation, utilisation limitée dans certaines circonstances, notamment, principalement d'ailleurs, la légitime défense. Ça, c'était un temps où il n'y avait pas de mort en France. Mais il y en avait par contre de nombreux aux États-Unis et il nous était répondu qu'en France le taser était moins fort qu'aux États-Unis. Donc s'il y avait des morts aux États-Unis, il n'y en avait pas, il ne pouvait pas y en avoir en France. Or, aujourd'hui, il y a eu 2 morts, un à Colombes, l'autre à Marseille et concernant le flashball, un blessé très grave à Montreuil. Alors, moi, les questions, m'étais proposé de vous demander ce que d'autres vous ont demandé, sur qui les utilise, comment, dans quelles circonstances. Comme vous avez répondu à un certain nombre de ces questions, je vais vous en poser une autre, puisque la CNDS préconise dans un rapport que le flashball ne devrait pas être utilisé dans les manifestations de rue. Et donc, je vais vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas indispensable d'empêcher l'utilisation de ces armes dans les opérations de maintien de l'ordre lors de manifestations sur la voie publique ? Voilà, ça c'est clair et net. Deuxième question, quelle évaluation faites-vous de la dangerosité, puisqu'on nous a dit que le taser était moins dangereux qu'aux États-Unis. Ceci dit, peut-être que ce sont des armes non létales pour quelqu'un qui se porte parfaitement bien, mais comme ce n'est pas écrit sur la figure des personnes, eh bien, dans quel cas une décharge électrique est effectivement mortelle pour des personnes qui pourraient avoir quelques insuffisances cardiaques ou autres. Merci. Pour répondre, Madame la Présidente, la parole est à Monsieur Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente Borvo, vous évoquez 2 situations à Marseille et à Colombes. Il y a donc, comme vous le savez, une enquête en cours. Donc moi, je ne peux pas me prononcer sur ce qui s'est réellement produit. La procédure judiciaire indiquera réellement la situation et si jamais, naturellement, c'est confirmé, on en tirera un certain nombre de leçons. Deuxième élément, puisque vous avez dit que j'avais répondu à un certain nombre d'interrogations, vous me posez une question qui est une question précise, c'est l'utilisation de ce type d'armes à l'occasion des manifestations. Vous évoquez, j'imagine, les exemples que nous avons eus au cours de l'automne. Donc je vous précise que le taser, le pistolet à impulsion électrique, ne doit pas être utilisé à l'occasion de ces manifestations, à l'occasion de maintien de l'ordre, sauf naturellement légitime défense. Donc, mais ça ne doit pas être utilisé dans d'autres cadres.
il y a ensuite, évidemment, une réalité, c'est que les policiers et les gendarmes sont de plus en plus confrontés à des graves agressions. Vous le savez, certaines de ces agressions visent à les blesser. Et dans un certain nombre de cas, on peut même considérer que l'objectif, c'est même de les tuer. Et moi, j'ai un devoir comme ministre de l'Intérieur, c'est naturellement que ces forces de sécurité soient protégées. Je ne serais pas dans mon rôle si je n'avais pas naturellement la préoccupation constante de savoir comment protéger ceux qui ont la responsabilité d'assurer la protection, la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens. Moi, j'observe qu'un certain nombre de voyous n'hésitent pas à tendre des guet-apens et, comme vous le savez, dans un certain nombre de cas, même à utiliser des armes de guerre. Et donc, encore une fois, il y a aussi une réalité, c'est que souvent les forces de l'ordre, quand on prend des cas extrêmes, les forces de l'ordre sont confrontées à des personnes en état de démence, qui sont des états de démence temporaire. Et par exemple, sur l'emploi du pistolet à impulsion électrique, celui-ci est lié, dans 54% des cas, à la nécessité de réduire l'agressivité ou la résistance de ces personnes qui sont sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de stupéfiants, encore une fois, en taux de démence. Et je vous rappelle que le taux d'interpellation, ce qui est quand même pas neutre, est de 97% après l'usage d'un pistolet à impulsion électrique. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Ministre, personne ne va vous dire qu'il ne faut pas que la police puisse exercer ses missions. Je constate néanmoins que le syndicat national des policiers municipaux demande un moratoire sur l'utilisation des tasers par les policiers municipaux. Donc, je constate que, y compris dans les forces de police, d'aucuns se posent des questions sur l'utilisation de ces armes en l'état actuel de nos connaissances sur leur dangerosité. Ensuite, je voudrais évidemment faire une autre observation, c'est que de par l'évolution de notre législation, nous allons avoir de plus en plus d'opérations, disons, concernant la sécurité et l'ordre public qui seront léguées à des services de sécurité privés. Alors, je voudrais tout de suite vous demander si on va autoriser des polices privées à se doter d'armes de 4e catégorie, puisque vous savez que le fabricant de taser, par exemple, qui est donc une arme de 4e catégorie en principe non létale, fait de la publicité à peine déguisée, accessible très facilement, pour que tout un chacun se dote de ce type d'armes. Merci Madame la Présidente. La parole est maintenant à notre collègue Madame Catherine Procaccia pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, les flashballs et les pistolets à impulsion électrique constituent une alternative à l'usage des armes à feu par les forces de sécurité, mais ces équipements n'en demeurent pas moins des armes et peuvent être dangereuses. Toutes les mesures doivent être prises pour que l'utilisation de ces équipements se fasse dans les règles de sécurité inhérentes à leur emploi et pour éviter, dans la mesure du possible, que ne se produisent des cas de blessures corporelles graves comme ceux dont la presse et certains de mes collègues ont pu se faire écho. Je sais que vous y êtes attentif. Monsieur le ministre, je voulais vous interroger sur la formation des agents qui peuvent être équipés de ces moyens de forces intermédiaires. Vous y avez déjà en partie répondu en répondant à mes collègues. Mais j'aimerais savoir cependant s'il y a une obligation de formation continue et non pas simplement une formation au début de l'usage de ces instruments. Pouvez-vous aussi, dans ces formations, nous dire si, au-delà de la simple maîtrise juridique et technique de l'emploi de ces moyens, des mises en situation sont prévues? Ce que je veux dire, c'est qu'on leur montre dans quel cas les policiers ou les forces de sécurité doivent utiliser et comment ils doivent réagir, des mises en situation donc. Et enfin, j'aimerais en savoir un peu plus sur les ventes par Internet et par correspondance. J'ai été sur Internet et sur l'un des sites qui concernait le taser, j'ai vu qu'il était quasiment en vente libre pour toute personne majeure et que pour le flashball, on exigeait simplement un certificat médical ou un permis de chasse et une pièce d'identité.
Je n'ai pas poussé ma conscience professionnelle jusqu'à en commander un pour l'apporter cet après-midi. Mais j'aimerais savoir si le gouvernement entend encadrer ces ventes sur Internet ou par correspondance. Mais pour ma part, j'estime que l'usage de ces armes par les particuliers est sans doute beaucoup plus dangereux que par les forces de police. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à Monsieur Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, pardon, comme c'est la première fois que je fais des questions cribles, je ne savais pas si je pouvais vous demander de répondre après le temps de parole. Non, Monsieur le ministre, mais bon, s'il y a une question rentrée... Je n'ai pas répondu à Monsieur Gauthier sur un point et j'ai pas répondu, enfin Madame Borvo a soulevé un autre point dans son... Allez-y, il nous reste un tout petit peu de temps, mais... Alors attendez, je vais d'abord répondre... Mais il ne faudrait pas priver Madame Procaccia d'une question importante. D'accord, je vais répondre à Madame Procaccia d'abord. Bon, pour tous les équipements, que ce soit les pistolets à impulsion électrique ou les flashballs, lanceurs de balles de défense, il y a un dispositif de formation initiale obligatoire qui est prévu et qui existe pour tous les personnels qui peuvent utiliser ces équipements. Et cette formation doit être validée et elle est validée par une habilitation qui est une habilitation naturellement individuelle, qui n'est pas une habilitation collective. Il faut c'est à la fois le discernement, le sang-froid, les équipements, la maîtrise de ces équipements, tant sur le plan technique d'ailleurs que juridique. Alors, vous m'interrogez sur le suivi. Et le maintien de cette habilitation est précisément conditionné par le suivi d'une formation individuelle qui est une formation individuelle annuelle. Et s'il n'y a pas le respect, naturellement, des mesures sont prises. Bon. Alors, la deuxième question que vous m'avez posée, c'est sur les questions des ventes par Internet. Effectivement, ça m'a été signalé, vous avez attiré mon attention sur ce point, et je vous précise donc qu'en aucun cas ces armes ne sont en vente libre partout et naturellement sur Internet. Et s'il y a des faits qui nous sont communiqués, et puisque vous avez des exemples précis, je vous remercie de me les signaler parce que naturellement on en informera et on saisira le parquet. Alors simplement, si je peux en profiter, puisque j'ai encore quelques secondes. Allez-y, Monsieur le ministre. Donc pour Monsieur Gauthier, concernant les polices municipales, en réalité, il y a un décret qui a été pris en mai de cette année 2010, qui aligne le dispositif sur celui de la police, enfin police et gendarmerie nationale. Donc il y a un alignement sur ces plans-là. Et Madame Borvo, pardonnez-moi, tout d'un coup, je m'en souvenais, je ne sais plus qu'est-ce que c'était, Madame Borvo. Je ne sais plus, mais enfin en tout cas, ce que je voulais dire à la Haute Assemblée, c'est que s'il y en a qui souhaitent constater par eux-mêmes les formations qui sont dispensées pour l'utilisation de ce type d'armement, naturellement, vous êtes les bienvenus et nous organiserons avec beaucoup de plaisir la visite de ces centres de formation. Bien, Madame Procaccia, en dehors de cette invitation du ministre à aller voir la formation. Eh ben moi, j'invite Monsieur le ministre et son cabinet à aller tout simplement sur Internet, à taper taser ou flashball. Vous verrez, je vous assure que j'ai failli en voir jusqu'à où je pouvais en commander un sans aucune difficulté, mais j'avais pas envie de mettre mon numéro de carte de crédit, puisque j'avais pas vraiment l'intention de m'en servir. Vous tapez anti-agression et vous verrez. Alors, est-ce que ce sont des vrais, est-ce que ce sont des faux? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très simple. Et je vous dis, ce qui m'a surpris, c'est quand on a regardé les conditions, c'est de voir aussi peu de conditions. Madame Borvo parlait tout à l'heure des polices privées, enfin, de la sécurité. Mais si nous, particuliers, on peut s'en acheter, je ne vois pas pourquoi une police privée ne pourrait pas le faire. Je pense qu'il y a un encadrement, comme d'autres encadrements sur Internet, qu'il faudrait vérifier. Et les sites paraissaient écrits dans un bon français. Donc je ne pense même pas que ce soit des sites étrangers. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à notre collègue Madame Dominique Voynet pour le groupe socialiste comme apparenté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'utilisation des nouvelles armes de 4e catégorie, pistolets à impulsion électrique et lanceurs de balles de défense autorisés en France depuis quelques années nous interroge aujourd'hui profondément. Au moment où ces armes ont été autorisées, on nous a expliqué que permettant d'éviter l'usage de certains moyens conventionnels d'intervention de nos forces de l'ordre et notamment des armes à feu, elles permettraient d'épargner des vies. Elles avaient en commun, disait-on alors, d'être non létales.
Je pense que ce terme a rassuré de façon exagérée un certain nombre de nos fonctionnaires de police, parce que la réalité est bien sûr plus complexe. Ces armes peuvent exceptionnellement tuer, elles peuvent plus fréquemment blesser et handicaper durablement. Au-delà donc d'une formule séduisante, je crois que nous devons regarder la réalité. Chaque mois nous apporte la preuve de leur dangerosité. À Montreuil, ville dont je suis maire, en l'espace de 18 mois, 2 jeunes hommes ont été gravement blessés par des tirs de flashball émanant des forces de l'ordre. L'un y a perdu un œil, l'autre a déjà subi 3 interventions chirurgicales et en gardera des séquelles durables au visage. Dans aucun de ces 2 cas, l'attitude des victimes n'était en cause. En clair, les fonctionnaires ne se trouvaient pas en état de légitime défense et ils n'ont pas respecté les consignes d'emploi. Dans les 2 cas, ils ont tiré au jugé dans le tas, dans le cadre de l'encadrement d'une manifestation sur la voie publique et pas dans une situation où ils auraient eu à affronter des délinquants dangereux. Pour que les choses soient claires, l'utilisation de ces armes ne met pas seulement en péril les usagers qui y font face. Elle met aussi en danger nos propres forces de l'ordre. Leur imprécision, la gravité des blessures qu'elles occasionnent, le manque évident de formation des agents, vous ne l'avez pas précisé, mais je crois que c'est au maximum 2 demi-journées de formation pour ces agents, l'extrême difficulté à respecter dans l'urgence les conditions très restrictives d'usage, exposent ceux qui les manient à des risques juridiques et moraux disproportionnés. Des 2 policiers en cause dans les affaires de Montreuil, l'un a été mis en examen, l'autre ne manquera pas de l'être. Est-ce cela que nous souhaitons ? Combien de temps accepterons-nous que nos concitoyens soient mis en danger par l'équipement de ceux qui sont censés les protéger? Combien de blessés, combien de morts faudra-t-il avant qu'on reconnaisse l'inadaptation et la dangerosité de ces armes pour la surveillance des manifestations de voie publique? L'alternative, avez-vous dit, aux armes à létalité réduite, c'est les armes à feu. Moi, je considère que l'alternative pour la surveillance des manifestations, c'est des effectifs plus nombreux, bien encadrés, bien formés. Il vous appartient aujourd'hui d'agir en limitant très drastiquement l'usage de ce type d'armes, en mettant l'accent sur le renforcement des effectifs, sur la formation, sur l'inscription des forces de l'ordre dans une logique de proximité. Un mot encore concernant les polices municipales, et j'en aurai terminé. Vous avez insisté sur le fait que le nouveau décret alignait le rôle des polices municipales sur celui, en ce qui concerne l'équipement, sur les policiers nationaux. Moi, je considère qu'il s'agit là de confusion des rôles et des missions qui ne correspond pas du tout à ce que nous souhaitons. Ainsi, vendredi soir à Montreuil, c'est la police municipale qui a dû procéder à la neutralisation de 3 malfaiteurs qui avaient pris en otage un commerçant et menacé de violer son épouse. Les policiers de la police nationale sont arrivés 20 minutes plus tard, Monsieur le Ministre. Votre minute après. Monsieur le ministre, pour répondre. Oui, Monsieur le Président, Madame Voynet, Madame la Ministre, permettez-moi simplement de faire un premier commentaire puisque vous avez très largement préjugé des résultats de l'enquête. Et acceptez cela de ma part très modestement. On est condamné dans notre pays pour beaucoup moins que ce que vous venez de dire, et c'est un expert qui vous parle, parce que là vous avez largement porté atteinte à la présomption, enfin en tout cas aux résultats de l'enquête, en indiquant que inéluctablement un des individus serait mis en examen. Croyez-moi, je vous encourage à être très prudente sur ce vocabulaire, et encore une fois, je vous dis, c'est un expert qui vous parle dans ce domaine. Alors, vous évoquez en réalité 2 sujets. Enfin plusieurs sujets. D'abord, vous évoquez ce qui effectivement s'est déroulé à Montreuil. C'était le 8 juillet et lors de l'évacuation d'un squat, un jeune homme a été gravement blessé à l'œil par un tir de flashball. Et le 14 octobre dernier, un lycéen de 16 ans était blessé au visage par un tir de lanceur de balles de défense. C'était à l'occasion d'une manifestation, d'ailleurs. Alors, pour ces 2 affaires, j'ai naturellement demandé immédiatement une enquête de l'inspection générale des services, indépendamment de l'information judiciaire qui est donc toujours en cours et pour laquelle je me garde bien de me prononcer. Je vous le dis là aussi très directement, si ces enquêtes devaient révéler un usage inapproprié ou des dysfonctionnements, je prendrai bien évidemment un certain nombre de mesures. Mais je vous rappelle, comme je l'ai dit, je crois, Monsieur Fortassin, que ces incidents constituent des cas plutôt rares, puisque de 2006 à 2010, ce sont 22 incidents,
22 de trop, bien sûr, mais 22 incidents sur les quelques 12 000 utilisations de ces armes. J'ai vu que vous demandiez un moratoire, voire une interdiction de l'utilisation de ces armes à létalité réduite. Je comprends bien, mais encore une fois, quelle est la proposition alternative? Est-ce que c'est de dire, voilà, c'est l'arme à feu? C'est le problème. Je suis très attentif à tout cela, mais si ce ne sont pas des armes à létalité réduite, ça veut dire que ce sont des armes à létalité non réduite. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on aboutit indirectement à accepter l'utilisation de ces armes à feu. Moi, je vous le dis, l'objectif, c'est naturellement d'assurer la protection, la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens, mais aussi d'assurer la protection de ceux qui en ont la responsabilité. Et je ne peux pas les laisser précisément sans moyens de protection. Monsieur le ministre, oui. Rapidement, parce que pour permettre à Madame Trendle... Et pour Madame Borvo, j'indique donc très précisément que concernant la sécurité privée, elles n'ont pas le droit d'utiliser les armes de 4e catégorie. Madame Halima Boumediene-Thierry, rapidement, parce que je voudrais... Oui, rapidement, Monsieur le Ministre, je ne suis pas convaincue parce que ce soit à Montreuil, à Colombes ou à Marseille, il y a une réalité. Il faut savoir dire la vérité et l'assumer. Ces armes sont mortelles. Et la preuve en est, c'est qu'elles ont tué. Donc je crois qu'il faut arrêter de mentir sur cette dangerosité. D'autre part, il faut en effet, en plus de la vérité, que la justice se fasse. On ne peut pas accepter l'impunité. Alors, je ne sais pas ce que dira la justice, mais en tout cas, il est clair que les instructions doivent aller jusqu'au bout. On doit connaître la vérité et justice doit être prononcée. La sanction doit se faire. C'est la condition sine qua non pour que la police soit respectée. Enfin, vous demandez quelle alternative. Vous le savez très bien. Il y a des tas d'alternatives qui sont d'ailleurs pas mortelles, ne serait-ce que par exemple les canons à eau, mais il y a aussi d'autres alternatives qui sont avant tout une augmentation des effectifs. Nous avons besoin d'effectifs de la police nationale et ça c'est une réalité dont toutes les banlieues, dans toute la France, dans tous les territoires, nous en avons besoin et aujourd'hui la réduction des effectifs, eh bien ce sont les citoyens qui en sont victimes. Merci. La parole est maintenant à Madame Catherine Trondle pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, face aux violences de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves auxquelles les représentants des forces de l'ordre, comme malheureusement l'ensemble des dépositaires de l'autorité publique, sont quotidiennement exposés, la France a choisi, ainsi que l'Organisation des Nations Unies l'a préconisé, d'équiper ses policiers et ses gendarmes en moyens de force intermédiaires, au premier rang desquels figure depuis 1993 le lanceur de balles de défense Flashball et depuis 2004 le pistolet à impulsion électrique. La dotation des forces de l'ordre en équipement alternatif aux armes à feu a répondu à la volonté d'améliorer la sécurité de tous, les policiers, les mis en cause et les personnes tiers. En effet, si l'utilisation de ces équipements flashball ou pistolets à impulsion électrique n'est pas sans risque, leur dangerosité apparaît infiniment moindre que celle des armes à feu, comme le pistolet automatique dont les agents sont équipés. Avec plusieurs années de recul, quel bilan, Monsieur le Ministre, peut-on tirer aujourd'hui de cette décision d'équiper nos forces de l'ordre en moyens de force intermédiaires? Enfin, vous avez répondu il y a quelques instants à mon collègue Antoine Lefèvre que de nombreux dispositifs techniques ont été mis en œuvre en vue d'assurer une véritable traçabilité de l'utilisation de ces équipements. Monsieur le Ministre, existe-t-il un service spécifique qui exploite ces données en vue d'un travail statistique pouvant contribuer à l'élaboration d'un bilan plus détaillé encore? Merci. Pour répondre à Madame Trondle, la parole est à Monsieur Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Madame Catherine Trondle. Bon, encore une fois, nous avons fait un choix qui est un choix clair, que nous assumons, qui est d'équiper nos forces de sécurité de lanceurs de balles de défense et de pistolets à impulsion électrique. Nous l'avons fait pour éviter précisément que la seule possibilité d'action, de réaction, de légitime défense de nos forces de sécurité se résume en clair aux armes à feu. C'est donc une alternative qui a été ainsi proposée et je l'ai dit, vous le savez, nos policiers, nos gendarmes sont de plus en plus confrontés à des situations extrêmement difficiles dans lesquelles on vise à les blesser
et même dans un certain nombre de cas dont l'objectif était de les tuer. Je rappelle par exemple qu'à Grenoble, au mois de juillet, un policier a eu la vie sauve miraculeusement, puisque vous vous en souvenez, la balle du délinquant était passée entre le nez et la lèvre. Il avait donc frôlé cette partie du visage. Donc l'usage, je vous le dis très clairement, l'usage de l'arme à feu dans nos démocraties doit rester extrêmement rare, ce qui est le cas dans notre pays. Et il doit n'intervenir que dans les cas et les circonstances les plus graves. Et ces utilisations d'armes à létalité réduite permettent d'éviter ces armes à feu. Ce sont des moyens de force intermédiaires qui sont aujourd'hui indispensables et qui prennent place entre l'usage de la force physique seule et précisément de l'usage des armes à feu. Il y a naturellement, ce que j'ai évoqué il y a quelques instants, toutes ces traçabilités, à la fois grâce à la caméra qui est dans le viseur et la puce électronique qui indique le lieu, l'utilisation, la durée de l'impulsion s'agissant du PIE, ou la distance de projection s'agissant de ces lanceurs de flashball. Tous ces éléments sont, pour répondre à votre interrogation, recensés, conservés, aussi bien à la Direction générale de la gendarmerie qu'au sein de la Direction générale de la police nationale, afin d'éviter précisément toute polémique. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Trondeleu. Simplement pour remercier Monsieur le Ministre d'avoir répondu à mes 2 questions. Merci, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour cet échange, occasion d'éclairer le Sénat. La séance. Vous venez de suivre en direct la séance de questions cribles thématiques consacrée aujourd'hui à l'utilisation du taser et du flashball par les forces de police. Face aux inquiétudes des sénateurs, Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, a rappelé que l'utilisation du flashball ne devait intervenir qu'en cas de légitime défense et non lors de manifestations ou d'opérations de maintien de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur a également invité les sénateurs à venir visiter les centres de formation des forces de police. Le prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire, c'est à 19h avec Michel Grossior. Et puis, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22h45 pour suivre en direct l'examen de la proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie. Merci de votre fidélité. Bonne fin de journée à tous sur Public Sénat.